Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Si vous m'écoutez depuis quelque temps, vous l'aurez compris, j'admire les entrepreneurs et entrepreneuses et plus globalement les créateurs et créatrices, tous secteurs confondus. Je suis depuis toujours impressionnée par ces personnalités qui osent se lancer, se planter, mais continuent sans cesse animées par la passion. Et puis, il y a celles et ceux qui accompagnent ces personnalités, leur permettant parfois de vivre de leur création, et parmi eux, YouTube. Avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde, dont 40 millions en France, YouTube est désormais un accélérateur de talent incontournable. Et comme j'aime bien comprendre le pourquoi du comment des phénomènes de société, je vous propose cette semaine un épisode avec Hugo Décrypte. YouTubeur entrepreneur de 24 ans à la tête du média Hugo Décrypte donc, rassemblant plus d'1 million d'abonnés depuis 2015, il vise à rendre l'actualité accessible pour les 18-24 ans, mais il est également très regardé par les hommes et femmes politiques. Il a bougé les lignes de YouTube et celles des médias traditionnels et réinvente les codes du JT. Pour preuve, il a même interviewé notre président de la République, Emmanuel Macron. Alors je ne vous cache pas que je suis vraiment heureuse d'échanger avec lui, moi qui suis passionnée par l'actualité et les médias. Sans transition, précision importante, cet épisode est sponsorisé par YouTube, mais promis, je ne l'aurais pas accepté si je n'avais pas eu le droit de garder ma liberté de ton et de parole. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Hugo Décrypte. Alors Hugo, merci beaucoup d'accepter mon invitation en fait d'être présent dans mon podcast. Je suis honorée. À vrai dire, j'avais déjà entendu parler de toi en très bien. J'admire beaucoup ce que tu fais parce que je trouve ça super courageux, super professionnel. Même si je suis pas complètement dans ta cible parce que je suis un petit peu plus vieille, j'admire beaucoup ce que tu fais. C'est gentil, merci. En tout cas, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, dans un premier temps, de te présenter, autant professionnellement que personnellement, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire. Très bien. Déjà ravi d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment me présenter ? Je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans. Professionnellement, j'ai un intérêt très très fort pour le journalisme et pour l'univers des médias depuis longtemps, ce qui m'a poussé d'ailleurs à me lancer sur YouTube au départ. Maintenant, il y a 6 ans, c'était l'idée de pouvoir et de vouloir faire du journalisme avec mes propres codes, avec en créant mon propre média finalement, même si à l'époque je parlais pas de média, je parlais juste de chaîne YouTube. En réalité, c'est devenu au fur et à mesure un média et c'est un intérêt que j'avais vraiment depuis longtemps, depuis que j'étais tout petit en fait. Et je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était là depuis bien longtemps et voilà, il y a eu du coup Hugo Décrypte que j'ai lancé il y a 6 ans maintenant avec un objectif de rendre l'actualité accessible, notamment aux jeunes parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Et ça a commencé comme ça en parallèle à mes études et au fur et à mesure ça a commencé à grandir jusqu'à devenir du coup aujourd'hui un média à part entière. J'ai 15 personnes avec moi au sein de l'équipe, des journalistes, des monteurs et on produit tout un tas de contenus pour continuer à informer ma génération. Donc ça occupe beaucoup de mes journées. Après j'ai sinon un quotidien assez classique on va dire pour un jeune logiquement, mais c'est vrai que ce taf là me prend pas mal de temps au quotidien et puis là on a une suite qui arrive où on essaie de passer d'un média à un groupe média, c'est-à-dire qu'on structure une boîte de production en ce moment, on structure pas mal de choses et c'est cool de pouvoir se développer comme ça. Pour moi c'est une sorte de rêve éveillé là-dessus qui est super stimulant quoi. Bah oui. Mais justement, pour revenir à cette passion du journalisme, moi j'ai cru comprendre que dès l'âge de 10 ans, tu étais déjà passionné par l'actualité. Qu'à 11 ans, tu lançais ton propre journal. Enfin, j'ai cru comprendre que ton frère te filmait pour faire ton JT, que tu avais même fabriqué un journal que tu as vendu tout seul, enfin très jeune, je crois vers 11 ans ou 12 ans. Ça.
Et au début, ça avait commencé, si mes sources sont bonnes, au lycée, tu as lancé un média qui s'appelait Radio Londres, avec des rédacteurs de 15 à 26 ans, dont le slogan était un coup de jeune sur l'info. En fait, ma question, c'est, tu as été un des premiers, on va dire, à t'attaquer, entre guillemets, à l'actualité dans ta génération, sur YouTube. Comment et surtout pourquoi, donc en 2015, tu as opéré ce mouvement sur YouTube? Comment ça s'est fait, en fait? En fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, avant YouTube et avant Hugo Décrypte, j'avais un site internet qui s'appelait Radio Londres, où j'écrivais des articles et j'avais aussi réuni une bande de jeunes lycéens notamment qui écrivaient eux aussi des articles, du coup sur un site internet avec ça peut être des critiques ciné, des reportages ou autres. Et en fait, le vrai sujet, c'est que je suis arrivé à Sciences Po où j'ai commencé mes études. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai quand même pour objectif de parler d'actualité et de parler d'actualité à des jeunes, à ma génération, à des plus jeunes. Ouais. Et en fait, quand j'ai lancé Hugo Décrypte, j'avais 18 ans. Je parle souvent de ma petite sœur quand je raconte un peu la jeunesse du projet parce qu'elle a joué un rôle là-dessus. Ma petite sœur avait 15 ans et je voyais que, en fait, elle s'informait peu et elle avait pas ce réflexe d'allumer la télévision, d'acheter un journal pour aller s'informer. C'est ça. Et je me disais, mais en même temps, elle passe beaucoup de temps sur YouTube, comme moi d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, du coup, à faire sur YouTube? Et en fait, c'était ce constat très simple de se dire, mais si je veux parler d'actualité, pourquoi est-ce que je fais ça avec des formats, enfin ce site internet que Bien j'avais sûr. créé, etc. Alors que je pourrais le faire avec des formats plus innovants et qui collent plus à la façon dont moi je consomme même du contenu au quotidien. Bien sûr. Et donc c'est là où est venue l'idée de la chaîne YouTube. Et d'ailleurs c'est une période 2015-2016 où on avait pas mal de médias, de nouveaux médias qui émergeaient sur d'autres réseaux sociaux, Ouais. notamment Facebook. Ouais. Et en fait moi je me disais mais je passe déjà, je le sens de moins en moins de temps sur Facebook. Je passe par contre beaucoup de temps sur YouTube. Go lancer une chaîne YouTube et développer tout ça directement là où se trouve ma génération, quoi. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tu nous l'as dit rapidement, tu fonctionnes comme une entreprise. En fait, tu as des salariés, enfin des employés, je crois presque une vingtaine, non? On est 15 dans l'équipe, ouais. Et après, j'ai monté une agence à côté pour gérer toute la dimension commerciale de tous mes projets, parce que faut forcément le gérer. Une agence qui s'appelle Frame 55. Ouais. Et là, il y a 7-8 personnes aussi à temps plein. Donc Ok. ça fait une bonne vingtaine en tout, ouais. Ouais. C'est impressionnant quand même à ton âge, franchement, excuse-moi, mais je trouve ça fou. Donc tu postes quotidiennement donc des condensés d'actualité, des actus qui visent à 10 minutes, en 10 minutes maximum, à résumer ou à décrypter des sujets très variés. Du coup, à quel moment et pourquoi, toujours un peu le même genre d'organisation de questions, mais vous et votre chaîne, vous avez pris une dimension entrepreneuriale. Ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, quel est ton modèle économique? Donc, tu viens de nous le dire, tu as commencé à monter tu as monté une agence, etc. Mais je suis assez curieuse de savoir comment tout ça s'organise, tu vois, en termes économiques. Ouais. Moi, déjà, beaucoup de projets entrepreneuriaux se montent souvent par des gens qui ont fini leurs études et qui sont du coup se lancent à temps plein directement dans leur projet, ce qui fait que dès le premier jour de leur projet se pose la question du modèle économique, du financement, d'aller peut-être lever des fonds pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Dans mon cas, c'était pas le cas parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube en parallèle à mes études et donc je me suis pas trop posé au départ la question du modèle économique ou quoi que ce soit. J'ai juste lancé la chaîne YouTube parce que je voulais faire des vidéos, je voulais parler d'actualité à ma génération et la question après du financement est venue plus tard. Donc en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu 5 ans, c'était mes 5 ans d'études pour au final développer la chaîne et voilà, j'ai lancé la chaîne 3 mois après mon arrivée à Sciences Po et le début de mes études. Et quand j'avais fini, du coup, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, bah en fait, j'avais déjà 2 salariés, il y avait déjà un modèle économique qui avait été trouvé, et donc ça m'a permis moi de le développer assez sereinement, quoi, sans avoir à faire de levée de fonds, sans avoir à faire tout ça, quoi. Et en réalité, sur le modèle économique aujourd'hui, c'est un modèle qui est assez proche de beaucoup de youtubeurs, c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre de partenariats qu'on peut faire avec des marques ou autres pour financer nos contenus. Ça, c'est une part assez importante des revenus qu'on a aujourd'hui. Et concrètement, ça peut se faire sur YouTube ou sur d'autres réseaux sur lesquels on est présent. Évidemment, en tant que média, on a une vraie vigilance sur les partenariats qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que forcément, il y a certaines marques, certains sujets qu'on ne veut pas faire en partenariat parce que c'est trop sensible, parce que ça pourrait poser un danger sur notre façon de traiter certains sujets. Donc, on est très vigilant là-dessus. Et en même temps, la chance qu'on a, c'est que vu qu'on est très suivi aujourd'hui et on sait qu'on est très sollicité, et donc on a un peu ce luxe de pouvoir dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Vous, je veux bien bosser
bosser avec vous ça pas forcément. Et c'est une forme de liberté qu'on a là-dessus qui est quand même assez plaisante. Et donc ça, c'est pour une partie des revenus. Des revenus. Ça va être par exemple, je sais pas, on a pu bosser avec Orange sur un post pour sensibiliser au recyclage des smartphones. Donc c'est un contenu qu'on a fait avec eux, qu'on a développé. Okay. C'est un exemple parmi d'autres de choses qu'on peut faire. Et après, les autres sources de revenus, on va avoir la monétisation des vidéos, donc sur YouTube. Et quand on a un rythme de une vidéo par jour sur le format des actus du jour, plus nos reportages, plus nos interviews, plus les interviews des candidats à la présidentielle, ça fait qu'on arrive à avoir quand même une source de revenus assez importante et régulière sur YouTube avec toutes ces vidéos-là. Et puis après, on va avoir d'autres sources de revenus qui vont venir via le groupe média qu'on est en train de développer. Je parlais de boîtes de production, je parlais de tout ça. C'est des choses qui vont venir là dans les prochains jours et qu'on va annoncer. Et ça vient se coupler à d'autres choses, d'autres sources de revenus au quotidien, quoi. Et alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu penses fonctionner comme un média traditionnel, toi qui lisais ou lis beaucoup les médias traditionnels? Est-ce que tu as une conférence de rédaction? Est-ce que tu as une carte de presse? Est-ce que tu fonctionnes avec... Bon, la ligne éditoriale, on l'a comprise, et moi, je la trouve assez objective, on va dire. Enfin, tu essayes de rester toujours assez objectif. Ou est-ce que tu fonctionnes complètement différemment? Je pense qu'on a des éléments communs avec tous les médias en réalité. C'est-à-dire que, alors, la carte de presse, on devrait l'avoir là dans les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'on a fait la demande pour avoir le statut de groupe de presse. Donc ça devrait finir par arriver. Et c'est important. Parce que ça facilite la vie après. Et carrément. Et puis même les journalistes, je pense que pour eux, c'est important. Ils y tiennent et c'est important. Et donc ça va venir. On a évidemment des éléments communs sur, ce travail déontologique, sur la vérification des informations, sur le traitement des sujets. On a une rigueur journalistique qu'on doit avoir comme l'ont tous les médias, quand bien même on n'est pas sur les mêmes formats et on n'a pas forcément les mêmes codes. Cette rigueur journalistique, elle doit être commune à notre média comme aux autres médias. Donc ça, c'est des éléments qu'on a en commun. Et donc de la même façon, on a au sein de l'équipe, on le disait, une quinzaine de personnes, et c'est des journalistes, parfois d'ailleurs des journalistes qui ont travaillé dans d'autres médias plus traditionnels et qui sont qui aiment la mission, qui aiment l'objectif qu'on se donne aujourd'hui, et donc ils veulent nous rejoindre pour participer à cette aventure-là. Ça peut être des monteurs aussi, ça peut être des gens chargés de l'innovation, donc de réfléchir en permanence à comment format de contenu, exactement les formats et les contenus, qu'on aille faire un format documentaire ou un format sur TikTok très court. Il y a toujours des questions de comment concrètement sur la forme innover pour continuer à parler de ces sujets importants à notre génération. Et c'est quelque chose aujourd'hui où dans le journalisme en fait on peut pas aujourd'hui séparer la question de la forme et du fond. Et il faut en fait être capable de répondre aux deux. Si le fond est top, il faut le combiner à un format qui colle aussi pour arriver à parler de ces sujets qui sont cruciaux, quoi. Sinon on n'arrive pas forcément à leur parler, quoi. Mais toi, du coup, tu te considères un peu comme un rédacteur en chef, ou est-ce que est-ce que tu repasses, on va dire, t'as une conférence de rédaction ou un journaliste qui te fait une proposition de sujet, c'est toi qui tranches, c'est toi qui décides à la fin, est-ce que parce que finalement, les rédactions sont pyramidales d'une certaine manière encore. Est-ce que c'est toujours le cas pour toi? Je pense que j'ai plusieurs casquettes dans mon cas, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de youtubeurs en réalité. C'est que on commence en faisant une chose, mais en fait très rapidement on en fait 40 000. et en fait moi j'ai commencé, je faisais juste des vidéos entre guillemets, mais rien que ça en fait, c'est de l'écriture, du tournage, du montage. Donc rien que ça, il y a beaucoup de choses à penser. Mais en fait, au fur et à mesure que l'équipe s'est développée, je me suis mis à devoir gérer le recrutement de personnes dans l'équipe, à gérer des nouveaux bureaux. Donc avec mon équipe, on a dû trouver les bureaux, aménager notre studio de tournage qu'on a ici, préparer tout ça. Et tu te retrouves en fait comme dans n'importe quel projet entrepreneurial à avoir plusieurs casquettes. Et c'est là où être youtubeur, c'est aussi ça, je pense, c'est être capable de pouvoir se saisir de plusieurs problématiques et apprendre aussi du coup et s'enrichir quand tu es youtubeur, tu fais pas juste des vidéos, t'as plein de choses qui parfois sont méconnues mais que tu dois faire derrière. Oui, les gens se rendent pas vraiment compte de tout ce qui se passe derrière, bien sûr. Surtout quand tu commences à prendre une dimension plus importante. C'est ça, ouais. Donc ton média, enfin ton groupe média, il est à la fois participatif et très explicatif. Ce qui est assez hallucinant, c'est que tes émissions sont regardées en grande majorité jusqu'à leur terme. Comment t'expliques ce phénomène d'attention pour tes contenus, enfin pour vos contenus? Et en gros, quel est selon toi qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas, quoi? Parce que j'ai cru comprendre que t'étais très regardé et jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez pour nous très très excitant de voir que
les gens regardent nos vidéos jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a des stats de rétention qui sont excellentes. Et quand les gens commencent notre format des actus du jour sur YouTube ou commencent une interview même de François Hollande qui va durer une demi-heure, la durée moyenne de visionnage, elle est excellente. Et c'est quelque chose qui pour nous est... Ouais, c'est la preuve qu'il y a un intérêt réel des gens pour nos contenus. C'est-à-dire qu'ils vont pas juste cliquer et se barrer au bout d'une minute. Ils vont aller en général jusqu'au bout de ces vidéos-là. Concrètement, à quoi c'est dû? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà on le disait à l'instant, donc je me permets de reprendre là-dessus, une attention portée au format et à constamment essayer de réfléchir à la meilleure façon d'approcher certains sujets. C'est-à-dire que on a beau avoir certains formats qui fonctionnent, le format des actus du jour, par exemple, qui est donc ce résumé quotidien d'actualité qui est suivi par près de 300-400 000 personnes, et il y en a beaucoup aussi maintenant en podcast qui écoutent tout ça. Ça, c'est un format, mais on s'est aussi dit, on doit développer d'autres choses. Et pour te donner un exemple, on a lancé un format d'interview sur YouTube, enfin même 2 formats d'interview différents il y a quelques mois. Un premier format, c'est un format plus axé sur du storytelling où en fait je vais rencontrer Mike Horn, donc l'explorateur Mike Horn, et ensemble on va discuter. Il va me raconter l'une de ses expéditions les plus périlleuses, et nous, avec tout un travail de montage, avec du motion design, de la musique, des paroles de ma part aussi en face caméra, on va créer un récit à partir de cette interview. Donc c'est pas une interview classique, mais il y a un vrai montage et un vrai storytelling pour faire passer des messages, parce que quand Mike Horn nous parle, il nous parle aussi du dérèglement climatique, il nous parle de ces sujets très importants d'actualité, mais par le biais de l'histoire. Et donc, typiquement, c'est un bon exemple de format et d'innovation qui a fait que on peut parler d'actualité différemment. Autre format, c'est un format qu'on a commencé à faire là, où on va interviewer des personnalités et leur poser toutes les questions qu'on aimerait poser à telle ou telle fonction ou métier. Je m'explique. On a rencontré François Hollande il y a quelques semaines, et donc j'en ai fait une vidéo d'interview. Sauf que les questions qu'on a posées à François Hollande, c'était pas des questions d'actualité, mais c'était des questions qu'on aimerait poser à tous les présidents de la République. Par exemple, quel est leur train de vie au quotidien? Comment ça fonctionne les codes nucléaires? Est-ce qu'on a le droit de pleurer quand on est président? Et donc François Hollande a répondu à toutes ces questions. On a fait la même chose là il y a quelques jours avec des espions, des ex-espions de la CIA et du KGB. Incroyable. Pour poser toutes les questions qu'on aimerait poser à des espions. Donc voilà, il y a un travail sur l'innovation des formats qui est important. Après, dans le cas de l'information, je pense qu'il y a aussi un vrai travail d'accessibilité de l'information. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois donc maîtriser la forme, on vient de le dire, et maîtriser le fond. Et ça, concrètement, nous, on a un vrai travail d'écriture au quotidien pour faire en sorte que nos contenus soient accessibles et soient compréhensibles par des jeunes ou des moins jeunes. En fait. Exactement. Que vous soyez expert ou non sur le sujet, vous devez et comprendre ce qu'on va dire dans la vidéo et apprendre des choses, même si vous connaissez déjà le sujet en tant que tel. Et c'est là où il y a un vrai défi dans l'écriture. Moi, je passe tout mon temps en fait avec mon équipe à se poser sur les scripts de nos vidéos d'actu du jour et se dire ok, ça, mais est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on ferait pas mieux de le modifier ou de le formuler comme ça pour que ce soit plus accessible? Et ça, c'est une vraie attention, une vraie vigilance qui est portée pour s'assurer que tout le monde puisse s'informer via notre média. Et c'est un vrai travail d'écriture qui est essentiel, de mise en contexte, qui peut parfois manquer dans d'autres médias. Alors, François Hollande, mais on va rappeler, même si je pense qu'on te le rappelle en permanence, mais en mai 2019, tu as interrogé le président de la République à 36 heures des élections européennes, je crois. Tu étais seul et en direct sur ta chaîne. Comment tu t'y es pris pour obtenir cette interview? Moi, c'est ma grande question. Et surtout, comment ça s'est passé, quoi? Ça faisait longtemps que je voulais interviewer le président de la République, ce que tous les journalistes en soi veulent faire, c'est-à-dire que c'est logiquement une personnalité importante et qui mérite d'être interviewée. Et moi, je voyais l'intérêt aussi d'un dialogue possible avec ma génération en réalité. Quoi qu'on pense d'ailleurs d'Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de sa politique, il y a parmi ceux qui me suivent certains qui l'aiment beaucoup, d'autres qui le détestent, comme en fait on a en France plus généralement. Mais ce dialogue-là me semblait assez intéressant pour avoir une vraie discussion franche sur ces sujets. Et ça faisait longtemps du coup que je proposais à l'Élysée un format d'interview, et ils ont fini par revenir vers moi du coup quelques jours avant cette interview qu'on a fini par faire, où je reçois un appel et on me dit, pour faire très simple, c'était un conseiller de l'Élysée, on me dit qu'est-ce que tu fais si jamais t'as Emmanuel Macron face à toi là si tu pouvais la voir je sais pas cette semaine ou quoi.
Et moi, j'étais chez moi, sur mon canapé. Enfin, vraiment, j'étais pas prêt à ce genre d'appel ni à ce genre de questions. Donc, je lui dis, je sais pas, j'en ai aucune idée. Enfin, sûrement que je l'interview, quoi, mais c'était un peu simple comme réponse, un peu basique. Et après, je lui dis, mais si vous voulez, je vous rappelle demain matin. Je prends le temps d'y réfléchir cette nuit et je vous propose un format d'interview, quoi. Et en réalité, ce que je lui ai proposé le lendemain matin, c'est la même chose que ce que j'avais proposé à d'autres personnalités politiques dans les jours précédents et que j'avais fait avec des élus de la France Insoumise ou des Républicains ou autres. C'est-à-dire un format en direct sur YouTube d'1 heure où Emmanuel Macron serait face à moi pour répondre à un maximum de questions qui viendraient directement du chat. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait. C'est ça, c'était collaboratif. C'est ça. Et exactement, les questions vont venir de ceux qui me suivent. Moi, je serai là pour relancer et c'est important de faire ce travail-là. Mais les questions viendront du public. Et donc, ils ont accepté. Ils ont accepté d'ailleurs sans trop de problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vérification de sujets ou des questions, parce que de fait, de toute façon, vu que les questions venaient du chat, ils pouvaient pas les valider avant. Donc au moins c'était assez transparent. Et il t'a pas demandé de censure au moment où c'était, rien, pas de Non, il y avait pas d'éléments sur ça et du coup ça m'a permis moi de parler on le voit sur l'interview d'ailleurs, je passe un peu du coq à l'âne et je prends une question du chat, je fais il y a une question intéressante là sur l'armée européenne et puis une autre sur ça, une autre sur ça et c'est bien, ça a permis de se prêter à cet exercice-là et c'était intéressant et on l'avait fait avec d'autres personnalités politiques avant, ça marchait très bien, donc là c'était l'occasion de le continuer et voilà, après c'était marrant parce qu'on se retrouve face à le jour de l'interview, il y a Emmanuel Macron et moi, donc on est face à cette télévision aussi où il y a du coup le chat qui défile et qui défile très vite parce qu'il y a quand même beaucoup de gens lors de l'interview et c'est quand même très drôle parce que je sais pas s'il avait réalisé du coup à quel point le chat était face à lui et il pouvait prendre des questions s'il le souhaitait. Ça défilait à une vitesse, donc il y avait des commentaires, il y avait des questions, il y avait aussi des commentaires qui étaient en tout genre face à lui et il a vu aussi ce que permettait aussi, je pense, un live comme celui-là, c'est-à-dire cette forme d'interaction, d'interactivité, et qui est assez incroyable à vivre, quoi. Et du coup, il y avait combien de vues? Tu te souviens à peu près du chiffre? Je sais plus sur le moment combien de vues on avait fait. Là, j'étais tombé dessus il y a quelques semaines sur YouTube. La vidéo intégrale, je crois qu'elle a plus d'1 million de vues. On a un replay aussi un peu plus court qui a 500-600 000 vues. Après, je sais qu'à l'époque, c'était diffusé en direct par pas mal de chaînes. Pas mal de chaînes d'infos avaient décidé de reprendre la vidéo en direct et de la diffuser aussi. Donc, il y avait eu un écho clairement au-delà de YouTube et ça avait fait beaucoup parler. Ouais. Et pour moi, c'est marrant parce que c'est les interviews politiques, alors là on va en faire pour la présidentielle. On va en parler là. Mais autrement, c'est pas quelque chose qui est central en soi de base dans mes contenus. Par contre, c'est des choses qui font beaucoup parler et c'est marrant parce que voilà, même ceux qui me suivent au quotidien, ils me suivent surtout pour mes résumés d'actualité, pour mes reportages, pour tout ça. Alors qu'il y a une attention, notamment de la part des médias, pour ces interviews politiques qu'on fait, parce que c'est quelque chose qui est sensationnel. Ouais, je pense, et qui parle, qui est assez. Et beaucoup se posent la question de mais il y a un média qu'on connaissait pas avant, qui maintenant se met à faire des interviews aussi, à faire tout ça. Et je pense que ça permet de faire comprendre aussi qu'aujourd'hui on a un média à part entière. Comme je disais, j'ai une rédaction, j'ai des journalistes avec moi et on fait ce travail-là auprès de notre public. Bien sûr. Donc justement, les élections présidentielles de 2022, elles approchent à grands pas. Tu et vous allez sûrement être un des médias les plus convoités en fait par les candidats pour s'adresser à une jeune génération qui, selon les sondages, boude un peu les urnes. Comment est-ce que tu le vis déjà, première chose, et est-ce que tu as planifié une stratégie dont tu peux nous parler à ce niveau-là? Ouais, bien sûr. Alors la présidentielle, c'est toujours un moment fort de la vie politique et même de la vie en France plus largement. Et nous, on est un peu attendu au tournant parce qu'on est suivi par beaucoup de gens qui attendent de nous des résumés des programmes pour mieux comprendre qui propose quoi, des interviews des candidats pour mieux comprendre et leur programme et leur personnalité et apprendre un peu à les connaître. Et donc, nous, on a une envie d'être à la fois exigeant sur le fond, parce que c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on doit forcément être sur du divertissement ou autre. Nous, on a une vraie exigence, même une responsabilité à être sérieuse sur le fond. Mais par contre, on veut être innovant sur la forme. Et en fait, je reviens du coup à ça, mais c'est aussi la meilleure façon de parler d'actualité différemment. Et donc là, dans le cas de la présidentielle, dans les prochains jours, on va diffuser les premiers décryptages des programmes des candidats. Ça, c'est un premier élément. Mais on va aussi, du coup, avoir un format d'interview que je peux pas dévoiler là dans les détails ici, parce qu'on va l'annoncer très prochainement. Mais concrètement, c'est un format d'interview où il y aura
Ouais, une fois, tu vois, c'est un temps long, c'est-à-dire que c'est des formats d'une demi-heure d'interview par candidat, mais c'est un format qui sera innovant sur la forme et c'est assez frustrant parce que je peux pas dire plus que ça. T'inquiète pas, il y a pas de problème, mais en sachant qu'il y aura certainement un petit délai entre le moment où on tourne et le moment où ça sera diffusé, mais je comprends tout à fait le fait que tu aies envie de garder un petit peu de suspense, c'est complètement normal, mais ça va être, enfin pour nous en vrai, il y a quelque chose par contre où c'est une vraie responsabilité et on le sent, c'est-à-dire que et là où moi ça me fait plaisir, c'est que en 2017 j'avais déjà ma chaîne du coup, mais elle avait 1 an et demi, 2 ans, et donc je faisais comme je pouvais, c'est-à-dire que ce soit les interviews des candidats que j'avais fait à l'époque ou alors les décryptages des programmes, j'étais un peu tout seul, j'étais étudiant en parallèle, donc j'avais pas beaucoup de temps, j'avais moins d'expérience aussi forcément, donc on faisait comme on pouvait, mais avec les moyens qu'on avait. Aujourd'hui, l'équipe, j'ai 15 personnes avec moi. J'ai des gens qui ont déjà fait les campagnes présidentielles, qui en ont déjà couvert, qui ont cette expérience-là. C'est plus rodé. Exactement. Et moi aussi, j'ai plus d'expérience aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'interviews ces dernières années. Et c'est cool. Alors, je dis pas qu'on est parfait et que tout est... Voilà, mais on sent qu'on est en mesure de vraiment apporter quelque chose pour cette élection et de jouer un rôle important d'un point de vue démocratique. Alors là, je reviens un petit peu à toi après cette partie politique, mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu aurais fait sans YouTube ? Je pense que j'aurais été journaliste. Ouais. Je pense que j'aurais été journaliste. Malheureusement. Par contre, j'aurais été journaliste dans un autre cadre. C'est-à-dire que je dis malheureusement parce que t'aurais peut-être monté un autre média. Peut-être que j'aurais monté un autre média, mais ce que je veux dire, c'est que je vois à quel point le fait de m'être lancé sur YouTube m'a permis de créer mon propre média, de créer un terrain pour moi pour remplir cette mission d'information, tout en ayant une liberté dans le ton, dans le choix des sujets, et une diversité aussi dans les approches. C'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir aller aux États-Unis pour couvrir l'élection présidentielle et suivre un meeting de Trump, puis la victoire de Biden à Washington. J'ai la chance de pouvoir aller couvrir même des événements graves comme c'est l'explosion qu'il y a eu au Liban. On a été sur le terrain pour couvrir quelques jours après l'explosion ce qui se passait. Là, on va aller au Brésil pour la présidentielle dans quelques mois et couvrir la présidentielle au Brésil. Donc, j'ai cette chance de pouvoir aller sur le terrain et vivre ces événements et pouvoir faire ce travail journalistique au plus près des événements. Et c'est quelque chose qui, franchement, n'est pas donné à tous les journalistes parce que c'est un métier qui est pas évident. Même après 10 ou 20 ans de carrière, parfois, il faut pas tout ça. Exactement. Et encore, même au bout de 20 ans de carrière, il faut avoir été peut-être le reporter ou l'envoyé spécial pour telle région, pour faire tel événement. Et moi, c'est une chance que je mesure aujourd'hui de pouvoir faire du journalisme avec mes codes, avec ce que je veux. Et même pour les journalistes au sein de l'équipe, je sais que c'est une chance aussi qu'on partage avec eux parce que voilà, il y a des gens dans l'équipe, on a tous la vingtaine, enfin quasiment tous la vingtaine, et on a la chance de travailler sur ces choses-là très concrètes avec un vrai impact encore une fois. Et c'est juste tellement kiffant au quotidien. Ouais. Alors, t'as à mon avis, un agenda qui est surchargé. Mais en même temps, est-ce que tu as des références audio, vidéo ou des personnalités qui t'inspirent un peu plus que d'autres, que tu suis de près? Enfin, de quoi tu te nourris, tu vois, même si tu as très peu de temps pour faire autre chose? Je pense qu'il y a, en termes de références, ce que j'aime bien dire, c'est que, alors, j'ai pas une personnalité ou un nom précis, mais justement, dans ce qu'on fait sur YouTube et plus largement sur Internet, il y a l'idée de se dire que on va pas chercher de l'inspiration seulement auprès de médias, mais on va chercher de l'inspiration auprès de d'autres YouTubeurs, par exemple, d'autres créateurs de contenu qui font des choses et qui réinventent à leur façon la façon de raconter des histoires, la façon d'expliquer certaines choses. Et j'aime bien l'idée comme ça de mêler un peu plusieurs mondes. Et par exemple, quand on a un youtubeur comme Casey Neistat qui vloguait sa vie pendant longtemps aux États-Unis, Casey Neistat, en racontant sa vie au quotidien sur YouTube, pour moi, il a inventé une façon de raconter une histoire et une façon de raconter une histoire. Et donc, moi, c'était une source d'inspiration pour la façon d'aller traiter certains sujets dans le cadre de reportages, de se dire on va pas faire un format avec des codes très classiques qu'on peut retrouver à la télévision dans le cadre de reportages ou autre. On va peut-être plutôt se rapprocher de ce style que moi j'aime beaucoup d'un vlogueur comme Casey Neistat qui raconte des histoires différemment. Et donc
Je pense que c'est la meilleure façon, de toute façon, en général, de créer des choses, c'est de mêler plusieurs Bien univers, d'aller chercher des univers différents et de se dire, ok, mais si je mélange tout ça, qu'est-ce que ça donne? Si je prends le meilleur de plusieurs mondes, qu'est-ce que ça donne? Et nous, c'est toujours la philosophie qu'on a, c'est de se dire que je suis pas dans un discours vis-à-vis des médias plus traditionnels de tout est pourri, faut tout jeter, faut tout recommencer ou quoi. C'est pas du tout un discours que j'ai. Et dans le cas, par exemple, là, d'une émission qu'on a lancée récemment ou de tous les contenus qu'on fait, on se dit tout le temps, mais il y a des choses dans ce qui a été fait dans les médias traditionnels qui est excellent et qui mérite d'être qui sont des sources d'inspiration qui sont importantes. Il y a d'autres choses par contre qu'on veut pas du tout faire et auxquelles on veut pas du tout toucher. Prenons le meilleur qui existe de ça, combinons-le avec le meilleur de ce qui peut se faire sur internet ou quoi. Mélangeons tout ça, nous ayons cette créativité pour penser à des formats, penser à des choses et on espère que ça donnera des choses intéressantes pour ceux qui nous suivent quoi. Quels seraient tes conseils que tu donnerais à la nouvelle génération ou à la génération qui te suit pour se lancer sur YouTube? Je pense que... Alors déjà, sur YouTube aujourd'hui, faut bien voir qu'il n'y a pas que des formats de vidéos classiques. Et je pense notamment au format de shorts sur YouTube. C'est le genre de format où, en fait, il y a des... Vu que c'est un nouveau format, il y a des nouveaux codes. Donc c'est des formats très courts sur Shorts. Et en fait, du coup, il y a plein de choses à inventer. Et c'est souvent quelque chose où faut pas hésiter à, dès qu'on voit des outils ou des choses qui apparaissent, à les tester, à les utiliser pour voir concrètement qu'est-ce que ça peut permettre. YouTube aujourd'hui, moi je vous donne un exemple. Quand je fais des vidéos d'actualité du jour sur YouTube, très souvent en plus, on y rattache des sondages. Et ces sondages-là, on le fait sur un outil qui s'appelle Community, où en fait on peut poster des sondages. Et en fait, on a plus de 100 000 personnes chaque jour qui votent dans nos sondages, qui viennent débattre dans les commentaires, etc. Et voilà, cet outil-là nous a permis, nous, de faire un terrain un peu d'expression et de débat au-delà de nos vidéos. Autre exemple, on fait des formats de shorts, donc des vidéos plus courtes. Ça permet parfois de raconter une histoire assez rapidement et c'est un format qui va se consommer différemment. Donc, déjà, je pense qu'il y a une forme d'ouverture à avoir sur tout ce qu'on peut faire en réalité en termes de format et en termes de code. Après, c'est important aussi, je pense, de arriver à venir à quelque chose de nouveau. Et je sais que ça peut paraître difficile, on peut avoir l'impression que tout a déjà été fait, il y a pas de choses à renouveler ou quoi, mais franchement, dans tous les domaines, il y a tellement de choses à réinventer. Je sais pas, je prends le domaine du jeu vidéo. Par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, pendant un moment, on avait on avait beaucoup de formats de let's play, donc de gens qui jouaient aux jeux vidéo et qui commentaient ce qui se faisait. Aujourd'hui, sur YouTube, en matière de jeux vidéo, ok, on a ça, mais on a aussi des vidéos d'analyse sur des sujets, on a des vidéos de critique de jeux, on a des vidéos... Enfin, on a tellement de choses différentes, on peut avoir des documentaires sur jeux vidéo. Il y a tellement de choses à faire sur chacun des formats que c'est assez excitant. Et voilà, non, tout n'a pas été fait. Et surtout, les choses peuvent aussi se renouveler. On le voit, hein, il y a si vous allumez la télévision, vous allez voir certains formats, certains trucs. En réalité, certains de ces formats-là existaient déjà il y a 30 ans, mais ça a été ils ont été renouvelés, mis à jour avec des nouveaux codes, des nouveaux trucs. Raison. Donc il y a plein de choses à faire et voilà, il faut prendre le temps de voir vous déjà ce qui vous fait plaisir. Et je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire que YouTube, comme tout projet, ça prend du temps dans tous les cas. C'est-à-dire que ça viendra pas du jour au lendemain. Ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut être patient. C'est ça. Et du coup, il faut aussi être consistant. Exactement. Ouais. Et le problème, c'est qu'on peut pas être consistant si on prend pas du plaisir à faire ce qu'on fait. Je suis d'accord. Il faut avant tout le faire si ça nous fait plaisir. Et c'est vraiment l'objectif premier qu'on doit avoir. Et après, si ça décolle, s'il y a une audience qui explose ou quoi, génial, tant mieux. Ça permettra peut-être d'en vivre ou je ne sais quoi. Mais le plus important, c'est quand même de se faire plaisir. Et c'est un peu au cœur de tout ça, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de certaines créations ou projets que tu as en cours? Donc, tu as commencé à en parler un peu tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce que tu as en actualité dont tu peux nous parler? Il y a une volonté globale de dire que, vu que l'équipe s'est étoffée, qu'on a aujourd'hui plus de moyens que moi j'en avais il y a 5 ans, on va pouvoir diversifier le plus possible les façons de parler d'actualité. Et ce que je disais, ça a commencé il y a 1 an quand on s'est mis à faire des formats d'interview un peu innovants. Ça vaut aussi pour les reportages qu'on va vraiment développer là après la présidentielle. Quand t'es tout seul, en fait, quand t'es youtubeur et que t'es tout seul, c'est pas évident d'un coup se mettre à faire des reportages chaque semaine, des résumés d'actu tous les jours, parce que juste t'as pas les moyens et financiers et de temps pour tout faire. Maintenant que on est un peu plus stable là-dessus et qu'on se développe, que la chaîne continue à grandir très très bien, etc.
Là, on est en mesure de se dire, ok, cool, ok, tel format de reportage, peut-être qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas pu le faire. Maintenant, on peut le faire. On peut être 3 journalistes sur place. On peut prendre le temps d'un montage de qualité et ajouter du motion design pour faire quelque chose de bien compréhensible et tout. Et en vrai, c'est le plus kiffant de se dire que ça ouvre un champ des possibles à chaque fois qui est plus grand. Et quand tu combines ça avec d'autres projets qu'on a, ce que je disais, de boîtes de prod, de choses qu'on va faire évidemment aussi sur d'autres réseaux, Twitch, TikTok, etc. C'est évidemment des choses qui existent aussi. Et en fait, on se retrouve du coup dans une situation où moi, j'en parlais avec un gars de mon équipe il y a quelques jours, Julien, je lui disais, mais ça me fait trop bizarre parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a maintenant 5-6 ans. Et ok, en lançant la chaîne, je me disais peut-être que la chaîne va décoller et que je vais en faire mon métier ou quoi. Je me disais c'est une option, c'est quelque chose de possible et même s'il y a peut-être peu de chance, ce serait incroyable. Donc j'avais ça en tête en lançant la chaîne, mais j'avais à aucun moment en tête la possibilité de pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que ça puisse dépasser YouTube. J'ai compris. Que ça puisse m'ouvrir à des formats de documentaires, de formats longs, d'interviews assez inédites qu'on est en train de faire en ce moment, de productions plus poussées, d'aller se positionner même en tant que groupe média aujourd'hui où on va développer d'autres chaînes YouTube au-delà du Go Decrypt, on va aller faire tout ça. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé en lançant la chaîne et ouais, ça ouvre un champ des possibles pour moi qui est assez excitant sur tous les réseaux sociaux, sur tout ça. Et voilà, ça, je l'anticipais pas et ça fait quand même bien plaisir aujourd'hui. Et je suis très, très reconnaissant de tout ça, quoi. Non, mais c'est beaucoup de boulot, donc en même temps, je te félicite. Enfin, moi, je suis assez impressionnée, perso. Je finis toujours mes interviews par 3 questions qui se ressemblent, enfin, qui sont toujours les mêmes. C'est d'abord, tu peux le prendre le temps qu'il te faut pour réfléchir. C'est un coup de cœur récent. Un coup de gueule si tu en as, et ensuite ta vision de la France. Ok. Très bien. Alors, mais tu peux prendre ton temps. J'essaie de récupérer le nom de. Et t'es absolument pas obligé d'avoir ni l'un ni l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Ça arrive, voilà. Mais très bien, très bien. Alors, en termes de coup de cœur, qu'est-ce que je pourrais recommander? J'ai lu pas mal de livres quand même récemment qui sont. Donc t'as le temps de lire quand même des livres, ce qui est. Ouais, j'essaie quand même. C'est vrai que dans le métro, c'est souvent le bon moment pour, dans les transports en général pour lire. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'habite assez loin de mes bureaux et des bureaux de mon équipe. Mais du coup, ça me donne du temps au moins pour lire et c'est assez plaisant. Et c'est ce moment de pause un peu dans la journée qui est sympa. Dans les livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé, j'en ai 2 déjà. Parce que je suis pas sûr d'avoir un coup de gueule, mais au moins j'ai 2 recos. Et ça fait plaisir. Il y a un premier livre que j'ai lu récemment qui s'appelle La France sous nos yeux, qui est un livre qui a été écrit par Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet. Et concrètement, ce que c'est une sorte de grande enquête qui dresse un portrait de la France en 2021. Et donc, concrètement, ça va être... ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un portrait donc, qui se pose la question sur... l'évolution de la société d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique ou autre, mais qui se concentre sur des exemples très précis. Donc le livre va parler, je sais pas, de la question du développement des hypermarchés en France, puis il va parler de la question du trafic de drogue et de comment ça évolue. Il va poser la question du tacos français au tacos, etc. Pourquoi est-ce que ça s'est développé en opposition au McDo et à tout ça. Et en fait, ça se concentre sur des exemples précis et c'est assez fascinant et passionnant. Donc très super. Très bon livre, si jamais c'est ce genre de sujet qui vous intéresse, de sociologie, d'économie ou autre. C'est ça. J'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est un autre essai, ça s'appelle Réinventer l'amour de Mona Chollet. Oui, bien sûr. Qui est quand même bien connu, qui est sorti là en fin d'année 2021, que j'ai trouvé passionnant parce que c'est une analyse qui est brillante sur l'évolution de la société, sur le rapport, sur les relations amoureuses dans notre société actuelle. Et ça pose plein de questions, je pense, que tout le monde devrait lire, en fait, pour se faire une idée de ces sujets-là et comprendre concrètement ce dont il s'agit. Donc réinventer l'amour, très très intéressant aussi. Et voilà, donc c'est pas de la fiction pour cette fois, pour ces recos, mais c'est deux sujets et deux livres aussi, qui sont passionnants. Pour une fois que c'est pas une série Netflix, tu vois. C'est vrai, ça pourrait aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est ça. Et non, coup de gueule, j'en ai pas. Pour l'instant, ça va. Là, je suis quand même, je suis pas en colère aujourd'hui, donc j'avais pas de coup de gueule. Très bien. Et sur ma vision de la France, c'est ça la question. Ouais, c'est ça, bon, c'est une question très large. Ouais, bien sûr, mais c'est fait exprès. C'est dur de répondre, mais non, ce que je pourrais dire, c'est que
je suis quand même moi très attaché à la France. Enfin, Est-ce qu'on peut le rappeler, t'as quand même une double nationalité, enfin pas nationalité, mais si, je suis franco-britannique, mon père est britannique, et donc j'ai aussi la nationalité anglaise. Et c'est vrai que je me sens quand même plus français, on va pas se mentir, parce que j'ai toujours grandi en France et j'ai quand même du coup cet attachement à la France. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyager avec les reportages et même parfois beaucoup parler de sujets d'actualité en France qui peuvent être déprimants sur beaucoup de choses qui vont pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas en France et c'est une réalité, hein, et qui mériteraient d'être corrigées ou quoi. Pour autant, je tiens beaucoup à mon pays et un peu un truc où, une forme d'attachement, je pense, comme beaucoup de gens à notre pays. Et je sais pas, je le sens au quotidien. Ça fait que, moi aujourd'hui, je me vois pas quitter la France pour lancer un projet autre part. J'ai envie de rester en France. Je tiens à être ici et voilà, je sais pas. Tu sens que tu as des trucs à faire encore ici et c'est très bien. Je te le souhaite. Exactement. Donc ça nous empêche pas, moi, de beaucoup voyager. J'ai cette chance immense via mon métier de beaucoup voyager. Donc c'est aussi ce qui fait que voilà. Mais voilà, cette réponse était très floue pour une fois. Non, écoute, c'était pas du tout flou, au contraire. Non, mais tu sais, c'est une question qui est volontairement très large pour voir justement à quoi on répond spontanément. Et moi, je trouve que la réponse est très satisfaisante et je souhaite sincèrement que tu restes en France pour que tu continues à faire tous tes projets. Écoute Hugo, pour finir, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu veux ajouter je sais pas, question libre, ouverte? Je crois, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir pour moi aussi en tout cas. Merci beaucoup Hugo. Cool. Merci à toi. Bonne continuation et à bientôt j'espère. Merci. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.